Bonjour, vous écoutez Florence Thérapie, le podcast qui vous donne des clés pour basculer du mode problème au mode solution. Je suis Florence Leroux, thérapeute, sexothérapeute et coach, et vous pouvez me retrouver sur le site Florence Thérapie. N'hésitez pas bien sûr à partager et commenter les épisodes qui vous intéressent et à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes. Cet épisode vous explique comment faire durer les bonnes résolutions dans l'après-confinement. Vous le savez bien, les bonnes résolutions sont quasi incontournables lors du passage à la nouvelle année ou à la rentrée de septembre. Mais cette étrange période de confinement fait éclore, elle aussi, tout plein de bonnes résolutions. Vivre autrement, consommer moins et mieux, ne plus être débordé, être plus disponible pour l'essentiel, savoir déconnecter, décompresser, arrêter la malbouffe et faire davantage de sport. Malheureusement, et on en a tous fait l'expérience, il ne suffit pas de le dire ou d'en avoir envie pour que cela se produise. D'ailleurs, une étude menée impliquant 3000 personnes a montré que 88% des résolutions de la nouvelle année échouaient dès février. Attention donc à ces belles résolutions que vous avez prises pendant le confinement. Les bonnes résolutions ne tiennent pas malgré l'énoncé enthousiaste et le découragement risque de s'installer une fois de plus. Vous le savez bien, on attaque à bloc et la volonté fait défaut pour nous faire retomber invariablement ou presque dans nos vieux travers et mauvaises habitudes. Les bonnes résolutions sont des chèques tirés sur une banque où l'on n'a pas de compte courant, dit Oscar Wilde. Mais pourquoi changer est-il si difficile ? Eh bien, la première condition, c'est d'y être prêt. Parce que changer a forcément des répercussions sur nos repères, et puis ça déstabilise certaines de nos habitudes. Et oui, changer quelque chose bouscule nos croyances. Vous savez, les fameuses croyances qu'on a longtemps nourries pour qu'elles deviennent nos certitudes. Je suis trop timide pour réussir à faire ci ou ça. Je suis nul pour telle ou telle chose. Je suis trop vieux, trop vieille pour changer. C'est commode les certitudes, ça évite les remises en question, ça justifie l'immobilisme, ça maintient dans son bon droit, ça donne bonne conscience. Mais ça empêche aussi d'évoluer, de s'améliorer, de grandir et d'être l'acteur de sa vie. Et c'est bien dommage. Il faut savoir que l'esprit humain entretient une relation ambivalente avec l'idée du changement. D'un côté, bien sûr, les perspectives d'une vie meilleure stimulent l'envie de changement. Et de l'autre côté, la mise en pratique génère des réticences et des peurs, souvent illogiques, mais pourtant bien réelles. Le cerveau humain est méfiant face à l'incertitude d'une situation inconnue qui constitue une menace et peut cacher un danger. Votre cerveau n'est donc pas votre allié naturel pour changer, et la résistance au changement est multiple, variée, parfois sournoise et souvent inconsciente. Ce fonctionnement est lié à l'évolution de l'espèce où la priorité est donnée au dépistage des dangers potentiels. Or, tout changement est perçu comme un danger puisqu'il suppose des pertes et des renoncements aux habitudes, à ce qui est familier, ce qui est rassurant. Et l'humain est structuré de telle façon qu'il est en priorité sensible aux pertes qui sont immédiatement perçues par le cerveau de façon négative, plutôt qu'aux possibles gains futurs dont la perception, elle, exige un effort d'anticipation. Alors vous devez convaincre votre cerveau que le gain à venir, c'est-à-dire les avantages liés au changement, est supérieur aux pertes, c'est-à-dire le bouleversement de vos bonnes vieilles habitudes et l'incertitude du résultat de ce changement. Sinon, l'effort que le changement exige ne sera pas pleinement consenti et l'élan risque de s'essouffler rapidement. Attention donc à ne pas confondre vos envies d'une vie meilleure, qui sont certes de louables intentions, avec une vraie décision de changement. Pour changer, il est primordial que les bénéfices attendus soient vraiment supérieurs à la somme des efforts que ce changement exige, et que vous en soyez vraiment convaincu. Et puis sachez-le bien, il n'existe pas, hélas, de méthode miracle à appliquer. Il s'agit d'un processus qui demande des efforts consenti pour un résultat dont vous avez identifié les vrais bénéfices. La deuxième condition, c'est de découper votre projet en étapes. Le problème des bonnes résolutions vient de ce qu'on les regarde avec une approche du tout ou rien.
Les attentes sont beaucoup trop élevées. On s'attend à ce que la situation change rapidement, presque comme par miracle. Et quand on constate que les choses ne se passent pas comme prévu, eh bien on se décourage. Et bien sûr, l'inévitable démotivation vous garantit frustration et sentiment de dévalorisation en prime. Alors comment s'y prend-on pour basculer des 88% qui abandonnent et être dans les 12% qui réussissent? Comment trouver le déclic qui nous permettra de rester motivés et de mettre en œuvre le changement voulu? Rassurez-vous, vous n'êtes pas condamné à rester prisonnier de vos mauvaises habitudes ou de votre immobilisme. Et on va voir ensemble quelques clés qui garantissent la réussite de votre changement. La première des clés, c'est la motivation. La réussite d'un changement est dans la motivation, qui nous permet de commencer et de rester impliqués jusqu'à l'atteinte des résultats souhaités. C'est pourquoi un vrai projet de changement implique un processus qui comporte des étapes mesurables de bout en bout. Et la satisfaction sincère de chaque étape franchie. Ce parcours planifié produit un sentiment d'engagement et de responsabilité qui entretiennent la motivation. Alors la première question à se poser avec honnêteté et précision est pourquoi? Pourquoi je veux ce changement? Car le premier écueil, si l'on envisage de changer un comportement pour ses proches ou pour répondre aux normes, eh bien c'est de partir avec un moteur qui risque fort de se gripper. Alors arrêtez de chercher à répondre aux innombrables injonctions sociétales qui vous bombardent de standards de bonheur, de réussite, de bien-être, d'accomplissement imposés. Et épargnez-vous du même coup le poids de la culpabilité si vous n'y arrivez pas. En effet, l'autodétermination est une composante majeure d'une motivation qui dure. Donc ne décidez pas de changer pour faire plaisir. Faites-le d'abord parce que c'est bon pour vous. Et tant mieux, bien sûr, si les répercussions de ce changement sont positives aussi pour votre entourage. Le deuxième écueil est une motivation issue d'émotions négatives, comme la peur de la maladie, la peur du regard des autres, la peur du jugement, ou bien la culpabilité. Non, votre motivation à changer doit être positive et attractive. C'est par exemple être en bonne santé, prendre soin de soi, être plus performant, être fier de soi. La deuxième clé, c'est de bien identifier son projet de changement. Car le premier risque, eh bien, on peut avoir deux projets qui se contredisent. Par exemple, vouloir arrêter de fumer et perdre du poids en même temps, ce qui complique dangereusement les efforts à fournir simultanément et augmente donc les risques d'échouer aux deux. Le deuxième risque, c'est qu'on peut parfois se tromper de cible. Certaines femmes sont par exemple venues me voir avec l'objectif de perdre du poids. Et en creusant un peu, on s'aperçoit que leur vraie envie est au fond de se sentir plus désirable, ce qui n'a pas forcément à voir avec la perte de poids. L'association mince égale sexy est une confusion fréquente à revisiter, parce qu'il existe dans la plupart des cas une multitude d'alternatives à l'amaigrissement pour se sentir désirable. Mais la focalisation sur le faux objectif les rend invisibles. Le troisième risque, c'est qu'on peut être irréaliste et placer la barre trop haut, si haut qu'elle en devient inaccessible. Changer, c'est certes un défi, mais à votre portée. Si le changement exige des compétences que vous n'avez pas et que vous ne pouvez pas acquérir, attention, démotivation et culpabilisation vous guettent. La troisième clé est la préparation de votre changement en anticipant les obstacles possibles. Premièrement, anticipation des situations courantes dans lesquelles votre objectif risque d'être difficile à tenir. Vous allez donc utiliser la visualisation de ces situations ainsi que des moyens pour y parvenir. Par exemple, si vous avez décidé de limiter le sucre, eh bien visualisez-vous croquant dans un fruit au lieu de céder aux viennoiseries avec les collègues de bureau le matin. Cette préparation mentale renforce la motivation à l'instant T. Vous ne serez pas démunis, vous avez envisagé une solution de secours. La deuxième anticipation, eh bien, c'est celle des soubresauts émotionnels, car bien sûr, ce sont eux qui le plus souvent vous font retomber dans d'anciens comportements et dans vos vieux travers. Il est donc déterminant d'identifier les émotions qui sont accrochées à certains comportements, comme des réponses encodées.
Par exemple, fumer pour calmer la colère, grignoter pour remplir un vide intérieur, être agressif quand on a peur, mentir pour fuir le conflit. La quatrième clé, c'est d'installer de nouvelles bonnes habitudes dans votre routine. Ces nouvelles habitudes permettent de transformer l'envie de changement en petites actions qui sont autant de petites victoires accessibles, c'est-à-dire en situation concrète. Il s'agit de créer un nouveau déclencheur. Dans l'exemple précédent, amener des fruits au bureau pour remplacer l'habitude croissante par le plaisir et la fierté de manger un fruit frais, qui va devenir la nouvelle réponse automatique. Tenez bon, une nouvelle habitude met en moyenne 2 mois à remplacer l'ancienne de façon automatique. Prenez le temps de savourer la satisfaction et la fierté de tenir votre engagement vis-à-vis de vous-même à chaque fois. Mon conseil ? Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise, disait François de La Rochefoucauld. Alors oubliez vos bonnes résolutions non tenables. Non, vous ne ferez pas 10 km de jogging chaque matin, non. Vous ne convaincrez pas vos enfants de manger des légumes vapeur à tous les repas. Non, vous n'allez pas changer du tout au tout instantanément. Alors pour la première fois, vous allez jeter vos bonnes résolutions aux oubliettes et dégainer votre nouvelle arme, les vrais projets de changement. Car l'approche et l'état d'esprit pour les envisager et les réaliser sont totalement différents. Posez-vous les bonnes questions. Que souhaitez-vous changer ou améliorer et pourquoi ? Quels sont les freins ou obstacles qui vous ont empêché d'y parvenir jusqu'à maintenant ? Et puis, dès que vous avez identifié et choisi un projet de changement, ancrez bien votre décision en créant une routine pour l'intégrer à votre emploi du temps. Et puis pour terminer, n'oubliez surtout pas de vous féliciter régulièrement pour entretenir et consolider votre motivation. Cette récompense que vous vous accordez vous donnera aussi l'envie de vous surpasser. Vous verrez.